Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant, re-bienvenue à ceux, et celles qui étaient déjà présentes aux précédentes conférences. Donc on va parler dans un instant de Google Analytics 4, mais un petit rappel, le temps que vous arriviez tous dans la salle, sur le chat. Donc n'hésitez pas à cliquer sur discuter, basculer le petit bouton hôte et panélistes qui est en bleu, le basculer sur tout le monde, comme ça vous pourrez commenter et réagir, tout au long de la conférence. Nous avons également Ophélie qui est dans les coulisses de Cybercité qui pourra réagir et vous répondre. Mais si vous avez des questions pour Cédric, notre conférencier, on vous invite à utiliser l'onglet Q&R, donc questions et réponses. Vous pourrez commenter, vous pourrez voter pour les meilleures questions, comme ça Cédric pourra les traiter tout au long de la conférence ou à la fin de la conférence. Donc j'invite Cédric à venir me rejoindre, si tu peux, voilà, et je te souhaite une excellente conférence. Je te remercie Benoît. Bonjour messieurs, dames, bonjour à tous et bienvenue dans l'avant-dernière conférence de la Summer Digital avec un contexte un tout petit peu particulier. Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de Google Analytics 4 et de sa mise en place avec toutes les complexités que cela amène aujourd'hui. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. L'objectif de cette conférence, c'est de vous parler un petit peu de Google Analytics 4, c'est passer de la théorie un petit peu à la pratique. On a une échéance de mise en place, on a aussi une échéance de la CNIL. Du coup, je n'ai pas pu m'empêcher de ne pas vous en parler. Il me semble quand même absolument nécessaire de vous en parler. Donc, je vais volontairement faire l'impasse un petit peu sur les chiffres clés de Cybercité, tout simplement parce que pour ceux qui étaient déjà là ou pour ceux qui ne nous connaissent pas, vous avez toujours l'occasion de vous rendre sur notre site internet et éventuellement de nous contacter. Sachant que moi, je suis Cédric Sonrel, je suis responsable du pôle analytics à Cybercité et ma mission principale, c'est celle de mettre en place des plans de marquage, que ce soit sur Analytics, que ce soit sur Matomo, que ce soit sur Atta Internet, que ce soit sur Lerian, de manière à pouvoir permettre en fait la mesure de la conversion, la mesure de la performance de mes clients. Et au final, peu importe la solution qu'on va choisir, je suis avant tout là pour mettre en place des plans de marquage. Donc, pour essayer de contextualiser un petit peu les choses, aujourd'hui, on est avec Google Analytics et notamment la CNIL dans un contexte que je vais qualifier de particulier, pour ne pas dire agaçant, embêtant, chiant ou juridique. Alors, j'aimerais quand même vous parler de quelque chose, parce qu'en fait, aujourd'hui, Google Analytics, d'une manière générale, est, semble-t-il, complètement illégal aux yeux de la CNIL. Alors, tout ça a commencé en 2016 avec le règlement de la RGPD. En 2018, avec l'entrée en vigueur de la RGPD et notamment l'obligation pour la majorité de nos clients de se doter d'un bandeau de cookies, de conditionner la collecte de données à l'acceptation. Et en fait, il y a eu un premier cas au mois de juin 2021 avec l'invalidation du Privacy Shield. L'invalidation du Privacy Shield, c'est simple, c'est l'interdiction de transférer des données de l'Europe aux États-Unis. Or, Google Analytics fait ce transfert de données. Je vais passer les quelques données du mois de janvier 2022. Et en fait, en février 2022, on a eu un communiqué de la CNIL que vous avez dû tous voir sur LinkedIn, sur Facebook, via votre DPO, qui précisait à un moment donné que Google était illégal. Donc là, un petit peu branle-bas le combat dans les quartiers. Google a réagi en disant: «Je supprime Universal Analytics et je vais me mettre un peu dans les clous de Analytics 4», en faisant des promesses pas encore résolues. Et on se retrouve aujourd'hui avec un double discours. D'un côté, la CNIL qui nous dit Google Analytics est illégal, et d'un autre côté, Analytics qui nous dit il va tenter de s'améliorer, de faire des choses, mais au final, rien ne bouge. Et surtout, on dirait qu'il y a un manque de communication entre les deux acteurs. Donc, on se retrouve un petit peu le bec dans l'eau. Et du coup, il y a une semaine, juste avant cette conférence, le 07-06-02, et très mauvais son aussi. Je suis vraiment désolé, j'essaie de faire mon nécessaire. Pourtant, les on entend parfaitement. Et le 7 juin, on a eu une nouvelle FAQ de la CNIL qui précisait un peu ses propos au sujet de Google Analytics. Alors, cet article est très facilement trouvable sur Internet auprès de vos DPO, mais je vais le résumer en 2 points, car il y a 2 questions qui ont été posées auprès de la CNIL et sur laquelle elle répond. À la question: est-il possible de paramétrer l'outil Google Analytics, donc ni le 3 ni le 4, Google Analytics d'une manière générale, de façon à ne pas transférer de données personnelles hors de l'Union européenne? La réponse La réponse de Apple, c'est non. Et à la question: existe-t-il des garanties supplémentaires suffisantes pour continuer à utiliser l'outil Google Analytics? La réponse est également non. Aucune des garanties supplémentaires présentées à la CNIL dans le cadre de la mise en place des demeures
permettrait d'empêcher ou de rendre ineffectif l'accès à des services des renseignements. Donc aujourd'hui, on se retrouve un petit peu le bec dans l'eau. Je suis obligé de vous faire, je vous fais une conférence sur GA4, sachant que vous êtes tous des pirates. C'est-à-dire que les personnes qui ont aujourd'hui Google Analytics 4 sont illégaux jusqu'à ce que Google communique ou que le Privacy Shield 2 se mette en place fin janvier 2022. Alors, il y a quand même une solution. Je tiens quand même à vous la présenter. Il s'agit, donc dans le communiqué de la CNIL qui est sorti le 7 juin, il est question en fait d'une proxification. Donc en gros, en termes techniques, ça veut dire mettre un tracking côté serveur de manière à remouliner la donnée, puis l'envoyer ensuite à Google Analytics de manière à la rendre la plus propre possible. Et le son est absolument horrible. Est-ce que vous m'entendez mieux, messieurs, dames? Non, oui, oui, c'est mieux. Alors, on va faire ça comme ça. Je dois avoir un casque de très mauvaise qualité. Donc, en fait, l'idée, ce serait de mettre en place ce qu'on appelle du tracking côté serveur, c'est-à-dire un endpoint entre votre site et Google Analytics. Et de cette manière, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir traiter la donnée. Alors, bien entendu, ça pourrait être super simple si la CNIL ne s'en mêlait pas. Alors, premièrement, c'est une solution onéreuse. Ça va coûter environ 120 € par mois pour avoir des serveurs, sans compter que chaque hit peut potentiellement coûter. Un hit, c'est une page vue, c'est un démarrage de session, c'est un événement, bref, c'est une donnée qui va rentrer à l'intérieur de l'interface Google Analytics. Et puis, bien entendu, il y a en plus de ça des recommandations de la CNIL qui vont devoir être respectées à un moment donné, qui vont fortement dégrader l'ensemble de l'interface Google Analytics 4. À savoir qu'on n'aura plus le droit d'envoyer l'adresse IP, donc on va avoir une dégradation de ce qu'on appelle les données de géolocalisation, le pays, la région, la ville. On risque d'avoir des grosses dégradations de l'user agent, c'est-à-dire le type de navigateur ou le type de device. Est-ce qu'il vient sur mobile ou sur desktop? Est-ce qu'il est de Firefox ou de Chrome? Tout ça pour anonymiser et pseudonymiser en fait les données. Et on va avoir de très fortes métriques liées à l'utilisateur, c'est-à-dire qu'on n'aura presque plus la possibilité à un moment donné d'avoir des données sur l'utilisateur, mais uniquement sur la session. Ce qui est un peu gênant, alors qu'on essaye, nous, data analystes, de vous sensibiliser de plus en plus à l'attribution, au multilevier, au cheminement d'audience au sein de votre site Internet. Donc, bref, une solution qui, à ce stade, n'en est pas une. Alors, du coup, on va quand même parler de Google Analytics parce que peut-être que certains d'entre vous ont le projet de l'installer et auquel cas, vous avez le droit de l'installer ou de choisir une autre solution. Et pour ceux qui l'ont déjà installé, on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc, il faut quand même savoir qu'on a, les recommandations de la CNIL au-dessus de la tête. Et puis, on a eu le 16.03, l'annonce de Google qui annonce la fin d'Universal Analytics, donc certainement la solution que vous avez aujourd'hui sur Google Analytics, au profit de GA4. Alors, c'est absolument génial, hein. C'est très, très bien d'avoir une solution qui évolue, même si elle change énormément. Et donc, en fait, on va voir aujourd'hui que Analytics, c'est une nouvelle méthode de collecte. Il y a un vrai changement de paradigme sur la manière dont les données sont collectées par Google Analytics 4. Deux, on va passer légèrement en revue les nouvelles fonctionnalités. On va voir aussi comment est-ce qu'on va, à un moment donné, effectuer le switch. Et finalement, une petite présentation de l'interface et les limites de l'outil. Et puis, je vous présenterai également, toujours dans le cadre de la mise en place de la RGPD, cette fameuse interdiction, du moins illégalité de la CNIL, les 3-4 solutions que je recommande si jamais vous avez besoin de vous orienter vers quelque chose d'autre. Donc, la nouvelle collecte. Les principaux changements, il faut savoir que Google Analytics et Universal ne sont pas du tout les mêmes outils. En fait, Google Analytics 4, on va passer à ce qu'on appelle des hits divergents. Alors, qu'est-ce que c'est un hit? À un moment donné, dans Universal Analytics, quand vous vous rentrez à l'intérieur de la plateforme, vous avez des pages, vous avez des sessions, vous avez des événements, vous avez des transactions et vous avez des objectifs. Alors, sauf les objectifs, tout peut être considéré comme des hits dans Universal Analytics. C'est un hit de type page vue, c'est un hit de type événement, c'est un hit de type transaction. Et aujourd'hui, en fait, on va avoir une consolidation uniquement par event ou par événement dans Analytics 4. Et surtout, on va avoir une fameuse vision d'utilisateur. La plateforme est extrêmement transformée et en fait, tout se passe sur la notion d'utilisateur. Enfin, en tout cas, beaucoup de choses. Alors qu'auparavant, dans Universal Analytics, tout était à la session. Le taux de conversion, les visites, il y avait beaucoup de KPI qui étaient calculés à la session. Sur Analytics 4, on a un changement de paradigme et on a une vision un peu plus marketing qui est celle de la vision utilisateur.
est-ce que mon utilisateur, à un moment donné, combien a-t-il fait de sessions, combien de fois a-t-il acheté, quel chiffre d'affaires au global a-t-il généré? Et ça, c'est bien pour le marketing. C'est bien pour avoir une vision absolument globale en fait, de l'acquisition au travers de vos différents leviers. Et en fait, l'ensemble des données vont être aujourd'hui des events associés à des paramètres. Alors, pour vous expliquer, en fait, plutôt que d'avoir un hit de type page vue, un événement, un hit de type événement, on va avoir un hit, un event de type page vue, un event de type add to cart, par exemple, pour un ajout au panier, et un event de type purchase. Alors, comme ça, pour les moins techniciens d'entre vous, vous êtes peut-être en train de vous dire que je vous parle chinois. Mais en fait, le gros avantage, c'est que plutôt que d'aller chercher aujourd'hui dans Universal Analytics des données dans 3 ou 4 rapports différents, de devoir les coller dans un Excel et de devoir faire des calculs à la main ou de devoir les mettre dans un Data Studio, en fait, vous allez avoir la possibilité de voir en un seul coup d'œil l'ensemble d'un cheminement d'audience en fonction de ce qu'il fait sur votre site Internet. Alors, pour illustrer mes propos, en fait, même le démarrage de session va désormais être un événement qui va s'appeler Session Start. Et donc, par exemple, vous allez pouvoir partir d'une analyse de la conversion en vous disant « Mon Session Start, c'est mon 100% d'audience ». Et puis là, on va prendre l'exemple d'un site e-commerce. On va pouvoir envoyer à un moment donné, dans le cadre de la mise en place d'un plan de marquage, quelle est la part d'audience qui a vu un produit. Et donc, on va envoyer une nomenclature, un event qui va s'appeler View Item. Et vous n'aurez pas besoin d'aller chercher une page qui contient un produit ou une page qui contient un ID identifiable qui pourrait identifier vos produits. Et donc là, vous allez pouvoir vous dire en un coup d'œil, ah, je passe de 100 à 84% de mon audience. Et puis fatalement, dans une descente e-commerce, la suite logique voudrait qu'il y ait un add to cart. Et donc, plutôt que d'envoyer dans Universal une donnée qui dit c'est un ajout panier, on va juste envoyer un événement add to cart. Et comme ça, vous aurez votre déperdition, 67%. Et finalement, le démarrage du checkout. Je vais m'arrêter là pour l'exemple, mais ensuite, tout est linéaire et tout est analysable du même niveau. Ce qui fait que là, très facilement, on va pouvoir avoir 100% des sessions jusqu'au begin checkout, où on va avoir 22% des sessions. Le begin checkout étant le démarrage du tunnel de conversion e-commerce. Et donc, en fait, tout ça va faciliter les analyses pour les moins matures d'entre vous, comme pour les plus matures d'entre vous. En fait, comme toutes les interactions d'audience vont se trouver à un moment au même niveau d'analyse, en un regard ou avec quelques bidouilles, on va pouvoir analyser et les parcours et l'ensemble des déperditions. J'espère que je suis clair. Je vois toujours pas de questions dans le chat, donc ça doit être clair. Et effectivement, c'est super vague. Quand vous vous rendez dans les rapports d'engagement et d'événements d'Analytics 4, on a des tableaux de données où, en quelques regards, on peut voir qui a fait des pages vues, qui s'est engagé, qui a scrollé, qui a démarré une session et qui a démarré qui est un nouvel utilisateur. Alors, auparavant, c'était des métriques qui étaient un petit peu complètement noyées, à gauche, à droite, selon les rapports et selon ce que vous regardiez et selon le plan de marquage que vous aviez en place. Mais aujourd'hui, le seul défaut, c'est que comme tout est event, eh bien, fatalement, il y a la donnée qui est un petit peu noyée partout dans les rapports. Alors là, je vous mets un exemple. Là, on est à la fois sur du natif, ce que j'ai voulu mettre en rouge, le page view, le session start, le first visit et le purchase. Et puis, à gauche, à droite, vous avez des événements un petit peu particuliers qu'on a mis en place dans le cadre d'un plan de marquage. Donc, bien entendu, en fait, le problème, c'est qu'à force, on va finir par en retrouver un petit peu dans tous les sens. Et bien entendu, sans connaissance de la mise en place, une très bonne communication entre l'agence qui met en place votre plan de marquage, votre maturité par rapport aux outils digitaux du type Google Analytics, l'exploitation sera complexe. Ça, c'est certain. Il va falloir que vous connaissiez ce qui est mis en place. Parce que là, vous allez les voir. Avant, c'était un petit peu caché dans Analytics. Si vous n'étiez pas curieux, vous ne pouviez peut-être pas les trouver. Là, ce sera directement accessible au premier regard. Alors du coup, ici, je vais vous expliquer la base des événements natifs L'interdiction de la CNIL est valable si le contrat dans la config choix du pays est conclu avec Google Ireland Limited et non les US. Peu importe, à un moment donné, les serveurs de Google Analytics se trouvent aux États-Unis. De ce fait, vous avez un transfert entre l'Europe et les États-Unis. Donc, on est dans l'illégalité. Donc, je vais revenir aux événements natifs. Donc, vous avez 4 événements qui vont automatiquement être mis en place dans votre Analytics 4 et je pense que vous allez vite retrouver à quoi il correspond. On va d'abord avoir le first visit. Dès que vous aurez une ligne avec écrit first visit, c'est que cet événement est déclenché la première fois qu'un internaute arrive sur votre site. C'est ce qu'on va pouvoir considérer par rapport à Universal Analytics, la notion d'utilisateur ou de nouvel utilisateur. C'est assez simple. Le wording est en anglais, mais on est quand même assez
c'est assez clair. La page underscore view va correspondre anciennement à ce que vous pouviez trouver dans l'interface analytics sur les pages view, comportement, toutes les pages. Donc ça, c'est quand une page est chargée. Donc c'est là, notamment, où vous allez pouvoir avoir accès à combien de fois a été vue ma homepage, combien de fois a été vue la catégorie Y, combien de fois a été vu le produit Z et combien de fois a été vu X ou autre chose. Le session start, là, normalement, ça devrait quand même vous éclairer, sera déclenché lorsque un internaute démarre une session. Donc, c'est notamment ce que vous retrouvez aujourd'hui dans Universal Analytics, dans la partie acquisition, support, source et support, ou tout le trafic. Bref, c'est le chiffre de visite en nombre de sessions. Et puis finalement, vous avez un dernier event purement natif qui s'appelle l'user engagement. Alors, l'user engagement, c'est une nouvelle fonctionnalité d'Analytics 4 qui va venir remplacer quelque part le taux de rebond. C'est-à-dire qu'à partir du moment où votre utilisateur passe plus de 10 secondes sur une page ou qu'un événement de conversion est collecté ou qu'il y a plus de 2 pages vues, alors automatiquement, il va envoyer un user engagement. Alors, on va le voir un tout petit peu après. C'est un peu le contraire du taux de rebond. Voilà les 4 events natifs qu'il vous faut apprendre absolument par cœur. Sans ça, vous allez être un petit peu perdu. Et puis, bien sûr, après, il y a tout le plan de marquage que vous allez éventuellement avoir. Alors là, j'ai une question de Laure Fontan qui me demande quelle est la différence entre la colonne nombre d'événements et nombre d'utilisateurs. Eh bien, en fait, un nombre d'utilisateurs, si vous avez 10 000, logiquement, vous devriez avoir plus de 10 000 nombres d'événements. Les nombres d'événements, c'est la somme de l'ensemble des événements. Donc, ça va être la somme de first visit, user engagement, page view, session start et peut-être tout ce que vous avez mis en place dans votre plan de marquage. Et pourquoi l'apprendre par cœur? Alors, tout ça, pourquoi l'apprendre par cœur? Parce qu'à un moment donné, en fait, les events et la nomenclature et les noms des events sont en fait au cœur des analyses. En fait, dans Universal, c'est assez facile. Si vous vouliez, par exemple, trouver vos pages de destination, c'était facile. Vous alliez dans la partie comportement, dans le menu gauche, dans la partie comportement, vous alliez dans le contenu du site et vous alliez dans l'onglet page de destination. Les curieux sur Universal Analytics pouvaient s'en sortir dans le sens où les menus étaient tellement grands et tellement vastes qu'on finissait peu ou prou par retrouver un petit peu nos données. Là, dans Analytics 4, l'interface est extrêmement light. Et donc, dans Universal, comportement, page de destination, et vous avez vos sessions splittées par page de destination. Très simple, vous pouvez faire votre rapport à votre hiérarchie, ou le SEO pouvait faire son rapport. Dans GA4, on n'a aucun rapport natif sur cette donnée primordiale, par exemple, de page de destination. Et pourtant, à la fois vos prestataires de content, à la fois vos prestataires SEO, à la fois vos agences médias et même vos agences social managers, c'est des données primordiales. Est-ce que j'ai des pages qui permettent de faire des sessions, de faire des entrées? Mais au final, en fait, on peut le retrouver en 2 clics, car tout est event et tout est paramètre. Et c'est là où, en fait, il va falloir comprendre comment fonctionne GA4. Et si vous comprenez tout ça, vous comprenez à peu près la logique globale d'Analytics 4 et vous allez vous enlever, pour ceux qui ont déjà essayé, le côté un peu rédhibitoire de la solution. Parce que qu'est-ce que c'est? Ni plus ni moins qu'une page de destination, au sens analytique du terme. C'est une page qui a démarré une session. Eh bien, si on traduit tout ça au sens Analytics 4, on va dire que je vais vouloir aller cibler un event session start qui correspond en fait à un démarrage de session dont le paramètre récolté est page location. Et page location, c'est l'URL de votre page. Et à partir de là, vous allez pouvoir mixer en fait un paramètre qui est collecté automatiquement, comme l'URL de la page, le navigateur, le device, associé à son event. Et pour une session, une page de destination, c'est session start associée à sa page location. Et donc, c'est tout simple. Dans GA4, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la partie engagement, par exemple, on va aller dans les pages et les écrans. Vous allez vous retrouver sur un très, très beau tableau de données. Alors, je ne sais pas pourquoi, vous le verrez par vous-même, Analytics 4 a décidé de mettre en première variable le titre de la page. Je n'aurais pas fait ce choix-là. Hein. Je préfère travailler par chemin, c'est-à-dire par URL de la page. Donc, on change la dimension qui est nativement le titre de la page. Je vais chercher le chemin qui correspond à page location, parce qu'en plus de ça, il y a 2 wordings différents. Il y a le technique et le wording. Et je vais simplement, à un moment donné dans mon tableau, ici, et là, je vais peut-être répondre à la question de Laure Fontan. Et ici, vous allez pouvoir aller modifier l'événement sur lequel vous souhaitez faire une analyse. Et en fait, vous allez avoir des pages à gauche dont l'événement est Session Start. Et finalement, je suis obligé de filtrer mes pages sur Session Start.
Et fatalement, les données vont se mettre à jour et vous aurez le nombre d'événements dont la page est session start. Et c'est fini. Et toute la logique est comme ça. Tout passera par cette mécanique et réflexion. Je cherche un event et je vais chercher les paramètres qui lui sont associés. Ça veut dire, par exemple, pour une page de confirmation de vente. Une page de confirmation de vente, en général, ça ne peut pas être un session start. Il est impossible que votre audience démarre sur une page de confirmation de commande. Donc, c'est obligatoirement soit une page vue, soit un purchase si vous envoyez un event. Et donc, je vais aller chercher un event purchase et je vais aller chercher son page location. Si je veux aller chercher une page engageante, je vais aller chercher un événement user engagement et je vais aller chercher mes pages location. Et là, j'aurai soit, selon la manière dont vous allez filtrer la donnée, soit les pages les plus engageantes, soit les pages les moins engageantes. Et toute la mécanique est celle-ci. C'est pour ça qu'il va falloir apprendre par cœur ces 4 petits événements, first visit, session start, page view, user engagement. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. J'espère que je suis clair dans le temps imparti. On va parler un petit peu des nouvelles fonctionnalités. Alors, ce qui est bien dans Google Analytics 4, c'est que nativement, en fait, Google a fait un peu d'évolution, c'est qu'il a décidé d'embarquer des trackings un petit peu automatiques, des choses simples. En général, c'est assez simple aussi pour le mettre en place de notre côté. Alors, en fait, quand vous allez configurer votre interface Analytics, à un moment donné, en fait, il va vous demander est-ce que vous voulez commencer à collecter certains événements qui sortent du natif, hein, le Session Start, le Page View, le User Engagement, etc. C'est du natif, vous n'avez pas besoin d'y toucher nécessairement. Et en fait, il va vous proposer en fait, de cocher ou de décocher des éléments. Donc, notamment le scroll. Alors, le scroll, c'est intéressant, sauf que ça, c'est mal fait parce qu'en fait, le scroll va commencer à 90%. Mais bon, c'est déjà une bonne indication. Vous n'avez pas besoin d'agence pour mettre le scroll. Dès lors que l'audience va atteindre 90% de la page, boum, il y a un petit event qui va partir, qui va s'appeler scroll, et dans lequel, en fait, vous allez savoir si votre audience, en plus d'avoir vu des pages, l'a vu suffisamment profondément. Ça, c'est un bon KPI déjà pour commencer à faire un petit peu l'analyse de la conversion. Vous allez pouvoir mettre tous les clics sortants. Donc, en fait, GA4 connaît votre URL dans la barre de recherche, et s'il y a un clic sur un lien qui ne contient pas ce qu'il y a dans la barre de recherche, il va vous dire c'est un external. Alors ça ne fonctionne pas pour tous les sites, mais on a beaucoup de sites d'office de tourisme, par exemple, qui sont blindés de liens externes parce qu'ils ont beaucoup de prestataires, d'hébergements, etc. Et c'est toujours intéressant à traquer. Alors, ce n'est pas organisé, mais ça donne au moins une notion. Vous allez avoir la recherche sur le site, mais là, on était sur du natif, on l'avait aussi sur Universal Analytics. Vous allez avoir automatiquement l'engagement avec les vidéos. Ça, c'est super bien. En fait, comme Google et YouTube, c'est un peu la même société. En fait, il va pouvoir vous dire la vidéo YouTube X a démarré. Elle a été vue à 25, 50, 75, 100%. Et finalement, le 100%, c'est le complète. Et finalement, vous allez pouvoir activer directement le téléchargement de fichiers avec une liste d'extensions de fichiers, un .doc, un .pdf, un .xls. Je n'ai pas la liste en tête. Vous la retrouvez en fait quand vous ouvrez les petits onglets de téléchargement. Donc, bien entendu, ça a activé uniquement si c'est utile. Ça ne sert à rien de pourrir vos données si vous n'avez pas des choses pertinentes. Si vous avez une seule vidéo et qu'elle est cachée au fin fond de votre site internet, voilà, vous n'êtes pas obligé d'activer ce genre de données. Alors, c'est des fonctionnalités qui apportent un plus, mais qui devraient être un tout petit peu plus segmentables. Là, c'est des gros tas de données et après, il va falloir quand même un petit peu les creuser pour aller les chercher. Mais c'est déjà bien qu'il ait réussi à faire ça. Et puis derrière, en fait, on a tout un lot d'événements recommandés. Les événements recommandés, ceux-ci, en fait, ils ne peuvent être mis en place que dans le cadre d'une prestation de plan de marquage ou si vous êtes suffisamment technicien, si vous savez utiliser GTM ou si vous avez un prestataire de développement de site web qui est à l'aise avec ces outils. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'Universal Analytics 4 nous demande d'utiliser des événements nommés. Et donc, notamment, là, j'en explique quelques-uns, le login, lorsqu'un utilisateur se connecte sur un site e-commerce, par exemple, ou sur un site B2B qui posséderait un espace client, le purchase, donc ça, on envoie purchase pour du e-commerce. Et après, il y en a d'autres, comme le sign-up, lorsqu'un utilisateur s'inscrit, par exemple, à une newsletter, un generate lead, quand l'utilisateur va envoyer un formulaire, et le view cart, par exemple, pour du e-commerce, lorsque l'utilisateur consulte son panier. Et en fait, ce qui est bien, c'est que Google Analytics 4 nous demande en plus de ça d'y associer à ces événements, en plus de ce qu'il récupère nativement, des paramètres. Et donc là aussi, un jour, si vous voyez login, il sera normalement associé à méthode. Si vous voyez purchase, il sera associé à l'ID de transaction de votre site e-commerce, à la valeur de la conversion, etc., à la taxe, au shipping, etc. Et en fait, on est sur un jeu Analytics nous demande des événements nomenclaturés avec des paramètres nomenclaturés.
Et donc, si tout le monde joue le jeu, c'est génial. Parce que du coup, en fait, on va pouvoir switcher de compte, vous allez pouvoir changer d'employé, vous allez pouvoir faire plein de choses. Et logiquement, on devrait pouvoir avoir des espèces de nomenclature de nommage un petit peu globale. Alors, j'ai une question de Pierre Vasseur qui me dit: «Pour trouver les origines de la visite Facebook ou Instagram et LinkedIn vers nos pages». Eh bien, c'est simple, en fait. Normalement, c'est une source et un support. Donc, en fait, dans la partie acquisition, dans le premier item de menu d'Analytics 4, vous avez aussi de l'acquisition de trafic et il vous suffit de chercher votre source ou votre support de trafic qui va s'appeler au choix Facebook/référent, Instagram/référent, ou si vous avez mis en place un marquage avec des UTM sources, des UTM médium et des UTM campaign, ce sera ce que vous y avez défini. Donc peut-être Facebook social, Facebook CPC, Instagram social, Instagram CPC. Sinon, ça va passer dans du Facebook référent. Et là, normalement, vous devriez les retrouver. C'est du tracking qui est automatique. Alors, sur les événements recommandés, mon sentiment, en fait, moi, je trouve que ce n'est pas suffisamment explicite. Si j'envoie un generate lead avec une valeur et une currency, déjà, ça me gêne un petit peu. Tout simplement parce qu'un generate lead, c'est un formulaire, il n'a pas de valeur, il n'a pas de currency, en général. Alors, je peux très bien faire semblant d'envoyer 50 € et en euros, mais ça ne va pas servir mon client. En plus de ça, la problématique, c'est que notamment sur des sites B2B, on a plusieurs formulaires. Donc, envoyer toujours Generate Lead, ce n'est pas facile pour pouvoir distinguer à un moment un formulaire de contact d'un formulaire de devis, d'un formulaire de newsletter. Donc, en fait, on se retrouve quand même, malgré les recommandations de Google, à devoir un petit peu améliorer les données. Donc, on envoie du Generate Lead, mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va associer un nouveau paramètre qui va s'appeler typeform et dans lequel on va y mettre contact, devis, newsletter, afin de pouvoir segmenter un petit peu les données. Une des fonctionnalités changeantes majeures, c'est du taux de rebond au taux d'engagement. Je vous en ai rapidement parlé. En fait, quand votre audience atteint 90% de la page, qu'elle reste plus de 10 secondes sur la page ou si elle voit 2 pages vues, il y a un user engagement qui est envoyé. En fait, c'est ni plus ni moins que l'inverse du taux de rebond. Et le petit screenshot que je vous montre juste ici tend à le prouver. On est exactement sur le même site. Il y a des différences, hein, c'est vraiment pas le problème parce que la collecte n'est pas tout à fait la même. Mais vous regardez en fait que chaque chiffre, l'un en face de l'autre, est quasiment son inverse. Alors, pas toujours, mais là, ici, j'ai au global 37% de taux de rebond quand le taux d'engagement est à 75,3%. Et après, derrière, alors on va regarder que la moyenne, le reste, je ne suis pas sûr que c'était dans le bon ordre. Voilà, donc on passe, changement majeur chez Google, on passe d'une métrique dite déceptive, est-ce qu'on était toujours là, est-ce que mon taux de rebond il est bon, est-ce que mon taux de rebond il n'est pas trop faible, à une métrique qui est plutôt positive, qui s'appelle le taux d'engagement. Alors ça ne va rien faire, hein, que vous passiez de 37% de taux de rebond à 75% de taux d'engagement, ça voudra dire que vous allez avoir la même part d'audience à un moment donné qui les choisit. Pierre, je réponds rapidement à votre question. Oui, les valeurs, vous pouvez choisir ce que vous voulez dans les UTM sources. Vous avez juste à taper UTM Campaign dans Google et vous allez avoir une super documentation pour vous expliquer tout ça. Et donc, mon retour sur le sujet, analyse complètement identique et universelle. Voilà. Il faut juste se mettre en tête qu'on cherche l'inverse. Avant, on cherchait des pages avec un fort taux de rebond pour pouvoir les améliorer. Aujourd'hui, vous allez devoir chercher des pages avec un faible taux d'engagement pour pouvoir les améliorer. Ouf, rien ne change. On est assez content sur cette vision. Une des fonctionnalités majeures qui peuvent vraiment servir, c'est la création d'objectifs. Alors, j'avais des clients, même matures sur Analytics, qui ont toujours eu un petit peu je lis les questions en même temps, hein, désolé. J'avais des clients qui avaient du mal à créer des objectifs parce qu'on pouvait créer des objectifs sur une page vue, sur un événement, sur un temps passé, etc. Donc, c'était un petit peu compliqué. Aujourd'hui, c'est simple dans l'interface. En fait, comme vous avez des events, en fait, il va vous simplement falloir les cocher. Est-ce que déclenche événement? Est-ce que field download? Est-ce que first visit? Est-ce que formulaire fiche bien? Est-ce que je le déclare ou pas comme étant un objectif ou une conversion? Et on coche et on décoche. Alors, on ne s'amuse pas toujours à cocher et décocher, hein, il suffit de cocher, et puis ça va être considéré comme un objectif. Et en toute logique, un jour, vous allez avoir des rapports de conversion dans Analytics 4. On va y venir un petit peu rapidement sur ce petit manque. Donc, et puis le gros avantage derrière, pardon, excusez-moi, j'ai peut-être été un tout petit peu vite. Et en plus de ça, Google nous offre la possibilité d'à partir d'un événement, directement dans l'interface, de créer un autre événement. Je vais essayer de vous expliquer ça, mais ça va vous donner plus d'autonomie sur l'outil pour le peu que vous sachiez vous en servir. Je vais prendre un exemple tout simple.
Imaginons ici que j'envoie un generate lead. Donc, mon generate lead, il est censé être associé à une value, à une currency et à des paramètres natifs qui vont être la page sur laquelle ça s'est passé, le device, le mobile, le navigateur, tout plein de choses qui sont collectées nativement par le tag. Imaginons par exemple que mon client me dise: «Ah oui, mais le generate lead, à un moment donné, moi j'aimerais bien pouvoir le splitter par contact». Eh bien, c'est très simple. Dans l'interface Analytics 4, vous allez pouvoir, à un moment donné, recréer un événement d'événement. C'est-à-dire que là, par exemple, on va créer un événement qui s'appelle formulaire fiche bien mail et je vais le configurer. Je vais dire, c'est un generate lead dont le type form est égal à fiche bien, dont le type de soumission contient email et dont l'event name est égal à generate lead. Et du coup, directement dans l'interface, je vais pouvoir presque moi-même mettre des micro-conversions ou des micro-plans de marquage. Alors, on est déjà sur des choses un petit peu avancées, mais c'est des fonctionnalités qui sont géniales parce que ce n'était pas possible auparavant. Et fatalement, on laisse tourner un petit peu et ma donnée sera à la fin collectée. Donc en fait, là, je vous montre l'exemple, hein, j'avais un generate lead à 15 000. Je l'ai splitté en deux volontairement pour le splitter selon qu'on est sur du mail ou du tel, et la somme des deux doit être peu ou prou proche de 15 315. 10 038 plus 5 200, ça fait grande louche 15 315. On n'est pas à un ou deux près, hein, bien entendu, on est toujours sur une solution statistique. Et la donnée sera de nouveau collectée. Donc ça, c'est parfait. Et bien entendu, je vais le répéter, tout ça à condition de parfaitement connaître son plan de marquage, le nom des events, les définitions personnalisées, c'est-à-dire les paramètres qui lui sont associés. Sans ça, vous n'arriverez pas à progresser sur Analytics 4. C'est vraiment le cœur du sujet. C'est l'apprentissage du plan de marquage qui a été mis en place et des métriques et des dimensions qui lui sont associées. Sinon, vous allez abandonner. Vous trouverez ça trop compliqué. On va parler rapidement d'Analytics 4 et de ce qui me manque vraiment. Ce qui manque vraiment, à un moment donné, quand on met en place des plans de marquage, en fait, on a les pages vues, on a les sessions, on a les visites, on a les purchases, et en fait, on met beaucoup d'événements sur nos sites pour traquer des interactions, des clics sur un bouton X, des clics sur un bouton Y. Pas mal de. Alors, question très intéressante de Samuel qui me dit: est-ce que la perte de data en moyenne la même entre GA4 et GA3? Alors, du coup, déjà, il y a la RGPD. Si vous avez la même RGPD, normalement, il n'y a pas trop de différence. Il faut juste savoir que le Tag Analytics 4 est un tout petit peu plus loin à se déclencher. Donc, vous pouvez avoir moins de visites dans GA4 que dans GA3. Et après, je ne vous parle pas des bloqueurs de pub, je ne vous parle pas de Firefox, je ne vous parle pas de Safari qui commence à bloquer des trackings de manière un petit peu massive. Donc oui, vous avez fatalement des différences entre l'interface Analytics, même statistique, et vos hit servers. C'est absolument obligatoire. Donc ce qui me manque vraiment, c'est la gestion des événements. Alors avant les événements, en fait, c'était une catégorie qui menait à une action et qui menait à un libé. Donc c'était très simple de faire des analyses vraiment one shot. Mon client me demandait: «Cédric, je ne me souviens plus comment est-ce qu'on trouve les cartes de visite offres sur le site web et j'aimerais bien pouvoir l'avoir de celle de Normandie». Et bien en quelques secondes, j'étais capable de lui donner le chiffre. Et puis s'il me redemandait une autre question, j'étais en mesure de lui donner. Alors on avait des structures de nommage personnalisées qui pouvaient être archaïques, même voire anarchiques de temps en temps. Mais au final, quand on connaît son plan de marquage, on connaît son plan de marquage. Mais c'était tellement pratique pour des analyses ponctuelles, ce que je vais appeler des analyses one shot. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. En fait, déjà, rien que la mise en place du plan de marquage s'avère beaucoup plus complexe. Parce que comme tout event est associé à des paramètres, il va falloir à un moment donné, nous, prestataires de services de tracking, qu'on réfléchisse beaucoup plus en fait à la nomenclature de ce qu'on envoie, de manière, à ne pas vous noyer sous les dimensions personnalisées et les paramètres personnalisés et que vous en perdiez la tête. Et donc, en fait, il y a une vraie réflexion à faire, globalisée, sur la mise en place d'un marqueur. En gros, on est toujours obligé de déclarer des noms d'events et des définitions personnalisées. Donc, parfois, en fait, on met 3 fois plus de temps à déclencher et à créer un tag parce qu'il va falloir qu'on fasse des JS, il va falloir qu'on fasse des nomenclatures des nommages et c'est compliqué. En plus de ça, l'ensemble de ce qu'on va envoyer et qui n'est pas natif dans GA4 doit obligatoirement être déclaré dans l'interface. Du coup, ne vous amusez pas à mettre du tracking via Google Tag Manager ou à travers votre prestataire sans les déclarer directement dans GA4. En fait, sinon, elles sont perdues, elles sont noyées dans le cloud et vous ne pourrez jamais les retrouver.
Si vous ne les déclarez pas, vous ne pouvez pas les retrouver ensuite. Donc, ça veut dire que, en fait, quand on met en place un plan de marquage, on va devoir définir toutes les dimensions qu'on envoie et configurer en parallèle l'interface Analytics de manière à ce qu'ils puissent les récolter et les afficher. Donc ça, c'est sûr. Je suis sûr que je vais avoir des reprises de plan de marquage. Et moi-même, ça m'est déjà arrivé de faire l'erreur. D'oublier des données et de m'en rendre compte 3 semaines après, 1 mois après, et puis de les mettre en place. Sachant que derrière, auparavant, dans Universal Analytics, on pouvait envoyer un petit peu tout ce qu'on voulait en termes de longueur. Aujourd'hui, on est complètement conditionné. Le nom de l'event est limité à 40 caractères. Le nom du paramètre est limité à 40 caractères et la valeur du paramètre est limitée à 100 caractères. Ça ne fait pas beaucoup 100 caractères quand on récupère des URL. Ça fait vraiment pas beaucoup. Et ce n'est pas fini. Parce qu'après la configuration de GTM, on a la configuration de l'interface. Il faut quand même vous rendre compte qu'à un moment donné, en fait, quand vous allez rentrer dans vos rapports, il n'y a aucune donnée qui sont croisables. En fait, une des problématiques de GA4, c'est qu'on ne peut pas cliquer quelque part et les rapports se mettent à jour, comme par exemple lorsque vous cliquez sur vos sources et vos supports, vous accédez à vos sources ou à vos supports ou à vos pages de destination, etc. En fait, si je clique dans une donnée, j'ai absolument rien qui se met à jour à droite. Et ça, c'est un tout petit peu frustrant. Et vous allez avoir une frustration à ce niveau-là. Et surtout, l'oubli majeur d'Analytics, c'est qu'il a oublié le taux de conversion. À un moment donné, dans vos sites et dans vos plans de marquage, si vous aviez défini à un moment donné un objectif, vous aviez un taux de conversion. Donc, vous étiez en mesure de savoir que sur un formulaire d'estimation, il a été déclenché 2463 fois et que cela, en termes de taux de conversion, c'était 0,69%. C'était très bien, ça vous permettait en fait à un moment donné de mesurer la performance de vos leviers d'acquisition. Alors, Karine Turpin, je fais une petite pause. Est-ce qu'un plan de marquage sur GA4 est plus lourd que sur GA3 ? En tant que tel, il y a quelques mois, je vous aurais dit oui. Aujourd'hui, on commence à avoir des mécaniques. C'est un tout petit peu plus long, mais on gagne aussi du temps sur d'autres aspects. Donc, non, on est à périmètre ISO sur la mise en place d'un plan de marquage d'un point de vue complètement technique. Par contre, vous, en termes de maturité sur l'interface, ça va prendre beaucoup plus de temps, c'est certain. Donc, je vais revenir au taux de conversion. Dans GA4, on n'a rien de rien. Il n'y a pas de calcul qui est fait nativement sur le taux de conversion. Donc, je pense que c'est un oubli en cours de résolution. Il y a eu quelques articles qui sont passés. Il semblerait qu'ils soient dans la base de données, mais ils ne sont pas affichés. Donc, ça va venir. Pas d'inquiétude. Aujourd'hui, en fait, il faut passer par un data studio pour reconstruire la donnée et c'est un petit peu fastidieux. Et puis, un peu de tristesse, et ben, en fait, c'est l'interface Analytics, tout simplement. Pour vous préciser un petit peu comment fonctionnait l'interface Analytics, alors sans entrer dans le détail de l'ensemble des rapports, on avait 4 grandes sections. On avait l'audience qui correspondait au qui. Qui est mon audience? Est-elle mobile? Est-elle desktop? Est-elle homme? Est-elle femme? A-t-elle 25 ans? On avait une grande réponse au comment. Comment mon audience arrive sur mon site internet? Est-ce que c'est au travers du SEO? Est-ce que c'est à travers du payant? Est-ce que c'est à travers de Facebook, d'Instagram, de ma newsletter, etc. C'était toutes les données d'acquisition. Ensuite, on avait le quoi. On avait le quoi, qui était quoi fait mon audience à un moment donné sur mon site internet? Quelle page voit-il? Combien de pages envoie-t-il? Quel est le chemin entre la page X et la page Y? Y a-t-il des abandons, etc. Donc, on avait une belle partie comportementale. Et puis finalement, quand c'était configuré, on avait le sonnant et le trébuchant, à savoir le combien. Combien le formulaire de contact m'aura-t-il rapporté, mon e-commerce, mon ajout panier, etc. Donc, c'était assez simple, en fait. C'était linéaire. Qui, comment, quoi, combien. Et si vous vous posez des questions, il vous suffisait de vous rendre dans un rapport et d'être un petit peu curieux parce qu'on avait plus de 200 rapports fruits de 7 ans de développement. Donc, les plus curieux d'entre vous finissaient fatalement par trouver une donnée. Et aujourd'hui, en fait, on est sur quelque chose de très, très light. Pour ceux qui ont dû essayer, vous avez dû être un petit peu perdu parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose dans l'interface Analytics. En gros, on retrouve notre qui et notre comment un petit peu perdu dans les données d'acquisition qui vont un peu correspondre en fait au comment est-ce qu'ils arrivent sur mon site internet avec un très grand focus sur l'acquisition d'utilisateurs et l'acquisition de trafic. Tout à l'heure, on m'a posé la question où est-ce que je peux retrouver mon Facebook et mon référent? Ce sera dans l'acquisition de trafic. Là, logiquement, vous l'avez. Vous allez avoir le quoi, c'est que fait mon audience à un moment donné sur mon site internet, et notamment le rapport de page et d'écran et d'événements que vous allez pouvoir retrouver, mais il y a aussi le rapport de conversion. Ça pourrait être aussi le combien.
Vous avez le combien qu'on retrouve à la fois dans les conversions et puis dans la monétisation si vous avez activé le e-commerce, ce qui n'est pas le cas sur l'ensemble de nos clients malheureusement, tout simplement parce que vous n'avez pas tous des sites e-commerce. Et en fait, on se retrouve avec seulement 11 rapports nativement. Alors, il va y avoir des fonctionnalités de création de rapports, mais au final, on n'en a pas des masses. Et puis surtout, l'interface est très light. On est sur un mix entre un dashboard et de la business intelligence. Très épuré, des widgets et des entrées directes que vous allez retrouver partout. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut jouer un petit peu avec les données, mais ça reste quand même hyper light. Bref, vous n'allez pas pouvoir faire de l'analyse. En fait, c'est une interface qui a été conçue pour des pilotes et absolument pas pour des analystes. En fait, si vous voulez creuser la donnée, et je sais que vous aimez creuser la donnée quand vous avez le temps, en fait, il va falloir une bonne pelle avec GA4. Et je vais en revenir à il faut absolument connaître son plan de marquage, il faut absolument connaître le nom de ses events, il faut absolument connaître les événements, pardon, les dimensions personnalisées qui y sont attachées, parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir exploiter cette donnée. Et en fait, il y a une fonctionnalité absolument géniale qui s'appelle Explorer dans Analytics 4. Et en fait, toute la puissance de l'outil se trouve dans la partie analyse. Analyse, c'est la possibilité de créer soi-même toutes les explorations qu'on a envie, c'est-à-dire de sortir de la logique des rapports un peu légers que Analytics 4 vous donne pour vous construire vous-même vos propres rapports. Alors, c'est un peu long, c'est un peu fastidieux, mais au final, les insights que vous allez pouvoir y apprendre et la maturité que vous allez gagner sur l'outil vont juste être titanesques. Donc ici, je vous montre quelques exemples. Sur un site, en fait, j'ai créé plein d'explorations. Et pour chaque analyse, vous allez devoir créer une exploration, même si elle n'est pas pertinente et même si elle vous prend même si c'était juste pour le test. En tout cas, vous allez perdre du temps juste pour voir si vous avez un bon chiffre ou pas. Donc, c'est du travail de long terme. Par contre, après, c'est génial. Là, par exemple, je vais vous donner quelques exemples. On est sur un site de ski. Et en fait, dans la page, on traque différents éléments dans la page. Donc, en l'occurrence, on traque une lame de forfait, on traque un CTA d'achat de forfait de ski et on traque une lame expérience qui dit j'adore faire du ski ici, j'adore faire de la raquette, j'adore le chien de traîneau, etc. Et en fait, nous, dans le cadre de notre plan de marquage, on a mis un événement qui dit il a été visible et il a été cliqué. Alors, l'exploration est compliquée à créer, mais en un regard, en fait, on est capable de savoir combien de fois il a été visible, 10 510, combien de fois il a été cliqué. Bim, boum. Et comme ça, en fait, on peut se permettre de faire des ajustements et de se dire, ma lame forfait, 25% de taux de clic, mon CTA d'achat, un sixième, grosse louche, et ma lame expérience, très très peu. Mon audience ne clique pas sur ma lame expérience. Et donc, du coup, Cédric. j'ai commencé avec presque 5 minutes pour ça. Et du coup, vous allez pouvoir faire toutes les analyses que vous pouvez. Pour avoir des points de rupture très clairs, vous allez pouvoir faire des cheminements de l'audience. Alors, j'ai passé quelques slides. Par contre, ce que vous allez plus pouvoir faire, pour ceux qui avaient des filtres de vue, j'exclus ma pré-prod, il n'est plus possible de le faire. La création de vue filtrée passera par une configuration côté GTM ou en aval, juste avec des segments. Vous n'allez plus pouvoir avoir votre taux de conversion jusqu'à ce que Analytics corrige les choses. Vous n'allez plus pouvoir mettre des groupes de contenu qui était une fonctionnalité un petit peu avancée. Bref, je vais essayer de conclure en 2 minutes. Les avantages réels, par contre, il va falloir s'y mettre. Vous avez un schéma de données linéaire qui est très facilement analysable. Vous avez une montée en gamme au niveau des analyses avec un focus de session et d'utilisateur. Vous avez un tracking qui va être nomenclaturé beaucoup plus fin, plus riche et plus granulaire. Et vous avez la partie explorée qui est une vraie tuerie à partir du moment où vous allez vous l'approprier. Ceux qui ont utilisé Data Studio devront s'en sortir. Par contre, un apprentissage de la plateforme vraiment très important. Les analyses à la folie qui disparaissent, un gros travail de configuration et bien sûr la configuration elle-même de la solution, notamment la déclaration des définitions personnalisées. Et les inconvénients, la fin des analyses à la volée, plus de temps de configuration pour analyser, une interface qui a été faite pour les pilotes et pas pour les analystes, et encore quelques manques dans les fonctionnalités. Et je conclurai que le work is in progress. Et en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est mettre en place votre GA4, se forcer à prendre quelques heures et quelques semaines pour comparer les données entre votre GA3 et votre GA4, et finalement couper vos accès à votre GA3 pour vous plonger entièrement dans GA4. Et dans 12 mois, le 1er juillet 2023, quand Universal aura disparu, vous serez vraiment à l'aise. C'est simplement qu'il faut pouvoir le prendre en compte. Bien entendu, ça c'est sauf si la CNIL, la réglementation et Google.
Et là, je ne vais pas pouvoir trop vous aider. C'est en cours de discussion. Parlez-en avec vos DPO et nous serons toujours disponibles pour vous aider. Je terminerai ma présentation sur ça dernier conseil vis-à-vis de la CNIL. J'espère que ça vous a plu et si vous avez quelques questions, vous pouvez toujours me les poser. Merci Cédric et désolé de couper court du coup, je sens que tu étais très bien lancé. En tout cas, je vois qu'il y avait pas mal de questions, on va les récupérer, donc Cybercité sera à même de vous répondre a posteriori, ne vous inquiétez pas. On enchaîne sur une conférence et la dernière conférence de la journée sur les réseaux sociaux et l'éthique. En tout cas, merci Cédric, encore une fois très clair et bonne journée à toi et on se retrouve donc sur la prochaine conférence à tous les participants. Merci.